Les thèmes de votre 22h ce soir, retraite, François Fillon pilonne le contre-projet du PS. Le Premier ministre reproche aux socialistes de vouloir créer, je cite, une avalanche d'impôts nouveaux. Plus d'éléments dans le tour de l'info. Une nouvelle loi pour aider un secteur mal en point. La loi de modernisation de l'agriculture est examinée en ce moment même au Sénat. Suffira-t-elle à sauver un monde agricole en crise? Nous en parlerons avec l'invité du 22h, Michel-Édouard Leclerc, dirigeant des centres éponymes. L'Algérie au cœur de Cannes, avant hors-la-loi de Bouchareb qui sera projeté ce vendredi. Bien, c'est le film des hommes et des dieux qui a créé l'événement hier sur la Croisette. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur ce film inspiré du massacre des moines français de Tibérine. Voilà pour l'ensemble des thèmes que nous développerons tout au long de cette soirée. Puis cette information qui nous est parvenue tout à l'heure, c'est le décès de l'éditeur Robert Laffont à l'âge de 93 ans. Il avait fondé les éditions Robert Laffont. Il était considéré comme le grand-père de l'édition française. Il avait édité plus de 10 000 titres, dont de très nombreux best-sellers, et créé entre autres des collections prestigieuses comme Pavillon et Bouquins avec son complice de toujours, Guy Scholler. Voilà, et à présent, on va regarder ensemble tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est en images, c'est avec Pierre Bonjoseph. Jeune fille partage appartement avec son père. Accusé par le Canard enchaîné d'héberger sa fille aux frais de la République dans son appartement de fonction, Christian Estrosi riposte. Aujourd'hui, il a fait visiter aux journalistes ses deux appartements. Le premier de 60 mètres carrés dans le 7e arrondissement qu'il occupe avec sa fille étudiante. Je paye ici la taxe d'habitation, ainsi que la circulaire du gouvernement l'exige, ainsi que les avantages en nature. L'autre, à Bercy, un bureau équipé d'un lit pour les séances de travail tardives. Une capitale assiégée, le plus grand centre commercial de Bangkok sous les flammes. Aujourd'hui, l'armée thaïlandaise régulière a donné l'assaut final contre les chemises rouges. Les partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, acculés, ont annoncé leur édition. Ce soir, on dénombre 6 morts et 58 blessés après l'offensive de l'armée. 23 provinces, en plus de la capitale, sont sous couvre-feu. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? C'est la question que l'on se pose à l'heure où l'entreprise Air France-KLM annonce un déficit record d'1,5 milliard d'euros. Un livre met en cause la gestion de l'entreprise et surtout la sécurité de ses vols. Selon les auteurs de ce livre, avant même le crash du vol Paris-Rio, la compagnie française était au 21e rang mondial en termes de sécurité. De plus, elle aurait tardé à changer les fameuses sondes Pitot, comme l'a fait la Lufthansa. Ce soir, la direction d'Air France-KLM réaffirme que la compagnie répond aux standards les plus exigeants de l'industrie aéronautique. À peine sorti et déjà très critiqué lors de la traditionnelle séance de questions au gouvernement, François Fillon est monté en première ligne pour contrer les propositions socialistes sur le financement des retraites dévoilées hier. Vous proposez d'abord une avalanche d'impôts nouveaux et en particulier une avalanche d'impôts nouveaux sur les classes moyennes. 3 milliards d'euros sur l'intéressement et la participation. Je cite vos chiffres. Vous proposez une augmentation de la CSG sur les produits du capital. C'est un nouvel impôt sur les classes moyennes et les 20 millions de contrats d'assurance vie dans notre pays. Les socialistes qui excluent tout recul de l'âge légal de départ à la retraite sont accusés par la majorité de nier la réalité démographique. Ce soir, Martine Aubry accuse le Premier ministre d'avoir perdu son sang-froid. La retraite. Il est l'invité du 22h, Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir, bienvenue, président des centres de distribution Édouard Leclerc. Nous a rejoint pour cet entretien notre chroniqueur Jean-Louis Gombou. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et l'actualité ce soir, et ces jours-ci, c'est la loi de modernisation agricole qui est examinée en ce moment même au Sénat. L'urgence est donc de venir en aide aux agriculteurs qui souffrent et qui ont perdu 30% de leurs revenus. Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur ce constat? Oui. Ils souffrent. En tout cas, il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent pas ou qu'on n'a pas entendu jusque-là. Il y a toujours des gros qui se planquent derrière les petits. Mais c'est vrai que la situation de l'agriculture française est dramatique, humainement et économiquement. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors, il faut faire quelque chose. Le gouvernement, apparemment, apporte des réponses. Nous en parlerons. Et vous et les distributeurs, qu'est-ce qu'ils font? Comment vous aidez ces producteurs? Moi, je pense que d'abord, il faut que les organisations agricoles prennent conscience que le monde a changé et qu'on ne peut pas simplement produire sans imaginer comment on va vendre. Il y a eu une révolution dans la viticulture il y a 20-30 ans. Elle s'est bien faite.
Aujourd'hui, les viticulteurs ne sont plus dépendants d'un cours du vin, du cours mondial du vin. On n'en parle même plus. Il y a encore un peu, mais... Alors, eux, ils ont fait leur révolution, pas encore les Ben non, par les exemple, agriculteurs. aujourd'hui, personne n'est capable de citer des marques de fruits, de légumes qui pourraient fidéliser. Les signes de qualité ne permettent pas de différencier les producteurs qui investissent... Vous-même, Michel-Édouard Leclerc, je lisais une tribune dans Le Monde de votre concurrent, c'est le directeur général de Carrefour, Lars Olofsson, qui dit que Carrefour est le partenaire du monde agricole. Ouais. On peut dire la même chose, vous pourriez reprendre ce slogan à votre Oui, compte? mais si je le reprenais, vous diriez que je fais ma pub. Hein. Donc, qu'il y a de toute façon, derrière j'ai la le choix pub entre, Dites-nous j'ai le choix entre il fait sa pub ou il est coupable. Donc, moi, ça fait 30 ans que je discute de ça sur les plateaux de télé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, ça m'intéresse pas d'attiser les conflits interprofessionnels. Et je reproche aux politiques de se présenter comme arbitre d'une situation qu'ils ont quand même contribué à créer. Donc, je veux bien prendre une part de responsabilité, d'aide. J'ai envie de le faire. Mais si on est dénigré en permanence, nos acheteurs n'ont plus envie de le faire. Donc il faut créer un climat qui fédère les gens sur une nouvelle politique agricole pour que nous, on puisse revaloriser le travail qui est fait en amont. Il y a un travail à faire en amont et c'est à nous de le mettre en valeur. D'accord, donc on ne peut pas tout mettre sur le dos des distributeurs. Jean-Louis. Alors il y a quelque temps, vous étiez contre cette loi de modernisation agricole. Non. Ah, vous aviez dit, on nous prend un peu comme bouc émissaire, etc. Et récemment, vous dites, oui, en fait, j'étais un peu excédé par cette loi, et maintenant, je suis plutôt d'accord. Non, il y a confusion. J'étais contre le fait qu'on nous oblige à venir signer un engagement de participation à une gestion de crise. Parce que je n'ai pas besoin qu'on me menace de me sanctionner pour participer à la chose. Alors, il faut quand même signer un contrat. C'est un contrat. Voilà. C'est un Donc, contrat. on a transformé une promesse ou un argument publicitaire en une obligation avec une sanction. Alors, et vous venez de signer... Justement, dans ce contrat, il y a l'idée que vous allez moduler votre marge sur les fruits et légumes en cas de baisse, de trop forte baisse des prix aux producteurs. Oui. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Parce que les baisses sont parfois de 20% et vous dites que votre marge est de l'ordre d'1,5%. Donc ça ne changera pas grand-chose. Chez moi, ça ne changera pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est que le mouvement soit pour toute la distribution. Je vous dis... Quand je le faisais, on contestait le fait que je le fasse. D'accord ? Là, les syndicats agricoles ont demandé qu'il y ait une sanction si on ne le fait pas. Donc, je n'avais pas envie de ça, mais j'ai signé. Ah, on vous a mis un petit peu le stylo sur le papier, alors? Oui, mais je vous dis, ça, dans ma pratique, ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est bien, en même temps, je me rends compte que politiquement, puisqu'ils le demandaient, il fallait le faire. Maintenant, à eux de dire si c'est vraiment ça qu'ils voulaient. Mais Michel-Édouard Leclerc, sur la forme quand même, est-ce qu'il faut que ce soit l'État et même le chef de l'État qui interviennent? Ça montre quand même l'État entre distributeurs et producteurs. Non, c'est du délire, parce que ça ne se passerait pas aux États-Unis. Dans cette réunion qu'on avait lundi... Ça se passe en France alors? C'est que des deux côtés, on n'arrive pas à s'entendre. Mais c'est une manière aussi pour l'État de sortir de sa responsabilité. La politique agricole commune, elle se fait au niveau européen, mais elle est discutée par les États. Et en France, on sait très bien qu'il y a une cogestion entre la FNSEA et l'État, les différents ministres de l'Agriculture. Donc déjà, la situation actuelle, il faut que mettre en face les professionnels, faire semblant d'arbitrer le conflit, c'est une manière de pas s'auto. C'est une manière de. C'est l'effet d'une période préélectorale. Vous ne me laissez pas finir. C'est une manière de ne pas assumer sa responsabilité. Moi, je pense que les pouvoirs publics ont une grosse responsabilité. Que le syndicalisme agricole n'a pas été proactif sur les problèmes de l'écologie, sur le bio, etc. Il y a très peu de propositions sur les regroupements de producteurs, alors qu'en fait. Aujourd'hui, il y a un gros travail, comme je le disais, un gros chantier à faire en amont, à nous de l'accompagner. Donc je ne dis pas que... Et vous dites ce soir que vous allez l'accompagner, que cet accord il sera respecté, il y aura des contrôles, écoutez, évidemment. 85% de ce que je vends est franco-français, je suis franchouillard, je suis breton. Donc moi je surpondère les produits d'origine bretonne partout où je peux, dans les centres Leclerc, etc. Mon problème c'est pas l'importation. Par contre, reconnaissez que même si Casino, Monoprix ou qui que ce soit baissait sa marge de 1, 2, 3%, ça ne fera pas augmenter le cours mondial du lait, ça ne fera pas augmenter le cours européen du haricot vert et autres. Donc on va aider marginalement là, parce qu'on est la vitrine, il faut que tout le monde s'y mette, mais nous ne sommes pas les faiseurs de courses sur les marchés mondiaux. Vous voyez, la distribution française elle-même, et même si on l'agglutinait, elle pèse. Moi, je représente 1,5% du chiffre d'affaires de Nestlé. Je représente 1,2% du chiffre d'affaires mondial de Danone. Mais vous faites 16% du chiffre d'affaires de la grande distribution en France. Oui, donc vous avez quand même un poids dans la distribution qui est absolument considérable. Voilà, c'est un poids qui est dû au fait que j'ai privilégié
le fournisseur français. Donc il ne faut pas que je sois puni d'avoir trop privilégié le français. D'ailleurs, entre nous, il n'y aurait pas besoin de subventionner les exportations si véritablement les étrangers achetaient plus cher que nous à l'agriculture française. Vous voyez ? Alors justement, je vous interromps puisque vous parlez des produits français. On va voir un sujet qui a été tourné par Thomas Raguet. Regardez justement cet achat de produits franco-français. On regarde ensemble. Première mesure, l'obligation pour la restauration collective publique de respecter les règles de l'équilibre alimentaire. Des repas variés avec des produits frais et locaux. Deuxième axe, le développement des circuits courts avec le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et le consommateur. C'est grâce à ces circuits courts d'abord qu'on économise du carbone, mais aussi on favorise justement une meilleure nutrition puisque les légumes et les fruits sont beaucoup plus frais et je pense que c'est une mesure tout à fait intéressante. La défense des produits locaux apparaît donc en filigrane dans tout le texte. Le projet de loi fait même référence au patrimoine culinaire français. Mais certains restent pour le moins dubitatifs. Je ne compte pas du tout sur ce texte pour assurer une meilleure qualité des produits français consommés par des Français. Le patrimoine culinaire français, oui, bien sûr, oui. Mais c'est compris dans le titre 1, qui est d'ailleurs très minime par rapport au volume du texte général, et qui ne débouche de tas de compte sur rien de précis pour arriver à mettre en place un dispositif qui puisse permettre de réaliser les bonnes intentions affichées. Reste un problème, selon le ministère de l'Alimentation, si tous les Français mangeaient en suivant les recommandations nutritionnelles, il faudrait multiplier par 3 la production nationale de fruits et légumes. Michel Edouard-Leclerc, on vient de voir cet accord qui a été signé donc sur les fruits et légumes en cas de crise. Est-ce que c'est cette énième mesure anti-crise qui est à même de résoudre les difficultés structurelles aujourd'hui du monde agricole ? Marginalement, ça ne peut faire que du bien. D'abord, si ça rassure politiquement. Bon, mais vous êtes en train de nous dire que ça ne sert à rien si ça rassure politiquement. Je viens de vous dire que marginalement, ça fera du bien. Mais c'est évident que ce n'est pas en aval qu'on fait la rémunération du fournisseur. Pourquoi est-ce qu'un actionnaire de Danone il touche 12% de marge et qu'un paysan actionnaire de sa coopérative touche que dalle? Il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de transformation, d'insuffisance de transformation. Il y a un gros travail à faire, comme je vous dis, de la production agricole elle-même. Il y a des producteurs de fruits et légumes qui se regroupent du côté de Perpignan, dans le Languedoc, qui font des labels, qui promeuvent des signes de qualité. Et puis, il faut aussi rechanger complètement le circuit des subventions. Donc vous leur dites ce soir, innover ? Non, mais je ne sais pas à moi de donner des leçons à des types qui crèvent la dalle ou qui ont des problèmes. Enfin, vous êtes dans la chaîne, c'est pour ça que je vous pose la question. Évidemment, vous connaissez bien le secteur, c'est pour ça qu'on demande votre avis. Mais voilà, je vous la donne, je vous dis que tout le monde doit s'y mettre, et plutôt que d'opposer les catégories professionnelles en désignant des boucs émissaires ou des coupables, il faut fédérer les gens sur le bon plan. C'est un peu quand même ce que vous faites, parce que vous n'arrêtez pas de protester contre les grandes marques, vous n'arrêtez pas de protester contre les industriels qui veulent augmenter. Heureusement, Leclerc est là, comme le Bayard défendant les consommateurs. Je suis très surpris, on n'a jamais vu un Leclerc fermé, et on voit beaucoup d'entreprises fermées. On ne voit pas de Leclerc fermé. Et pourtant, ça montre quand même que vous êtes en position de force par rapport à ces gens-là. Donc, non, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous rendez compte de ce que vous dites. C'est parce qu'on est bien portant, parce qu'on se démerde bien, mais il faut profiter de nous. Il ne faut pas nous taper dessus. Si on a le bon système de distribution, si on arrive à gagner de l'argent en vendant moins cher, qu'on arrête de me faire dire à la télévision que je vais vendre plus cher. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait qu'on pourra revaloriser les produits agricoles? C'est que les consommateurs, d'abord, trouveront des raisons de les acheter plus cher et dans des enseignes dans lesquelles ils seront en confiance. Donc si on passe son temps à flinguer celui qui est plus cher en faisant croire qu'il prend trop de marge, jamais moi j'arriverai à acheter plus cher et à vendre plus cher des produits bio. C'est le béaba du marketing. Pourquoi les distributeurs sont si mauvais en communication? Mais ils sont très bons. Pourquoi les distributeurs ont toujours une image négative? Cette jeune fille, pourquoi les distributeurs ont une image négative? Pourquoi on les accuse de manger la laine sur le dos des producteurs? Dans le top 10 des entreprises préférées des Français, il y a 5 distributeurs. Excusez-moi, mais vous m'invitez, mais je ne fais pas partie des gens les plus détestés. Il n'y a jamais eu autant de clients dans les centres Leclerc. Vous parlez tout à l'heure de boucs émissaires. On fait plus 5% de croissance. Il y a un décalage entre le discours des politiques, entre le discours de boucs émissaires qui est relayé dans le syndicalisme agricole, etc., et la pratique des consommateurs. Même les salariés agricoles, ils font leur cours chez nous. Donc le problème, c'est de trouver le bon compromis entre un régime de concurrence vu les problèmes de pouvoir d'achat, où on puisse acheter pas cher les choses, et puis, quand ça souffre trop, qu'on puisse créer une bulle, ne serait-ce qu'un temps, le temps de la gestion de la crise, par exemple, pour accompagner une mutation. Et ça, il faut le législateur, aujourd'hui, pour
déroger aux règles de concurrence que par ailleurs il a édictées. C'est le législateur qui a dit que je ne pouvais pas m'entendre avec un producteur pour fixer un prix. Donc s'il veut aujourd'hui que je m'entende, c'est à lui de créer le cadre juridique dans lequel on va le faire. On va finir par une question qu'on a posée aux internautes avec notre partenaire le Figaro.fr. La voici, vous la voyez s'afficher sur votre écran. Grande surface, les prix pratiqués vous semblent-ils raisonnables ? Non à 82%, oui à 14%, ça vous surprend? Non, non, forcément. Mais attendez, c'est comme est-ce que vous voulez payer moins d'impôts? Oui. Est-ce que vous payez trop d'impôts? C'est la perception qu'ils ont des prix. On leur a posé une question assez honnête. Il serait pas, ou alors j'ai pas d'internaute dans mes clients. C'est pour ça que je vous ai laissé le mot de la fin. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc. La suite du 22h est direction Cannes à présent et l'Algérie cette année qui est au cœur du festival du film. Il y a bien sûr le film très attendu de Rachid Bouchareb sur la guerre d'Algérie. Puis il y a aussi le film de Xavier Beauvois, inspiré du massacre des moines français de Tibérine. On en parle dans un instant, mais d'abord, retour sur les polémiques de Cannes avec Simon Barbary. En haut des marches cette année, les polémiques. Rachid Bouchareb ouvre les hostilités avec son récit partial pour certains des événements tragiques de Sétif. Le secrétariat d'État français à la Défense parle d'erreurs et d'anachronismes. Quand le cinéma s'empare de l'histoire, l'art prend le pas sur la vérité. Plus proche de nous, les années 70 et le destin du terroriste Carlos. Olivier Assayas s'empare d'un mythe, 5 heures de film et encore une controverse. Le terroriste est mis en scène pour des crimes qui seront jugés l'année prochaine. Depuis sa prison, le vrai Carlos accuse le réalisateur de travestir la réalité historique. Finalement, le sujet le moins consensuel a fait l'unanimité. Le récit dramatique des 7 moines de Tibérine est traité de manière contemplative. Leur massacre en 1996 attribué au groupe islamiste armé est toujours contesté. Le réalisateur Xavier Beauvois décrit leur vie, pas leur mort, une manière habile de concilier histoire et cinéma. Vous venez de le voir, le film donc sur le massacre des moines de Tibérine et l'occasion évidemment d'en parler ce soir avec nos invités. Maître Patrick Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des familles des moines de Tibérine assassinés, on le rappelle, en mai 96 en Algérie. On a eu l'occasion de vous recevoir de nombreuses fois sur notre plateau. Avec nous également Dominique Davin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène et vous avez créé un spectacle qui s'appelle Tibérine de l'amour dans l'air en vous inspirant, je crois, des poèmes du frère Christophe. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle, de monter cette mise en scène? D'abord, c'est les poèmes eux-mêmes de frère Christophe. Je dirais c'est sa parole poétique qui m'a tout de suite bousculé et donc qui avait quelque chose d'éminemment théâtral. On va peut-être pour les téléspectateurs que frère Christophe fait partie de ces moines qui ont été donc assassinés. Voilà, c'est l'un des 7 frères, l'un des plus jeunes. Monté ce spectacle autour de ces poèmes, c'est bien ça, c'est pas une pièce de théâtre. À la fois c'est une pièce de théâtre puisque c'est une adaptation à partir de ces poèmes, mais c'est vraiment donc c'est des extraits de ces poèmes, mais qui sont quand même finalement montés de telle sorte que c'est une pièce de théâtre qui nous fait suivre le parcours intérieur de ce moine, mais qui est révélateur du parcours des autres frères, finalement. Bien sûr, aussi. Voilà. Maître, un film à Cannes, un spectacle, on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail. Vous êtes en contact avec les familles, ce sont des initiatives qu'ils accueillent favorablement? L'initiative dont on vient de parler, certainement, puisque le frère Christophe Le Breton fait partie de la famille que je représente en tant que partie civile et je crois que c'est avec son entier accord, l'accord de cette famille, que se joue cette pièce. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y avait un petit peu plus d'inquiétude, je dois dire, du côté des familles à l'occasion de la sortie du film à Cannes, des hommes et des dieux, parce que Cannes, c'est un peu paillettes, c'est un peu... Donc on pouvait se demander s'il n'y aurait pas une sorte de dévoiement, justement, du côté... Mais ce film arrivera après dans les salles. Est-ce que c'est aussi positif pour entretenir la mémoire et expliquer pas ce qui s'est passé? Parce le film ne dit pas qu'il explique ce qui s'est passé, mais de revenir sur l'événement. Bien sûr, et les familles sont d'autant plus rassurées que le film connaît vraiment un accueil extrêmement favorable. Je connais le scénario, le script, je n'ai pas visionné le film lui-même. Vous l'avez donc lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est difficile sur un script, beaucoup plus difficile qu'à l'image. Mais à l'image, il semble vraiment que ça soit une grande réussite. Et aujourd'hui, j'ai eu un membre de la famille Le Breton, j'ai eu Père Armand Veilleux, qui est également le responsable de l'ordre des cisterciens, qui suit le dossier et qui était très, très satisfait. Et comme vous le dites très justement, cela permet d'entretenir
à la fois la mémoire, l'œuvre et le côté littéralement extraordinaire des moines de Tibérine, et je dois dire que ça nous facilite aussi la tâche dans la recherche de la vérité qui est la nôtre, au niveau de l'instruction et de l'affaire judiciaire. Et le film précise, il ne tranche pas la question de savoir qui a tué les 7 moines, il essaie de répondre à la question pourquoi ces 7 moines ont pris le risque de rester à Tibérine malgré la menace islamiste. Toujours pas de réponse à cette question. Non, il n'y a pas de réponse à cette question. Ce qu'on peut dire, évidemment, parce qu'on pourrait en parler très longuement, c'est que la version officielle algérienne, qui est une version selon laquelle ce sont des islamistes sanguinaires, terribles, incontrôlés, qui ont enlevé, détenu et assassiné les moines, cette version-là, elle a cessé d'être crédible. Ça, c'est certain. Maintenant, nous n'avons pas une vérité à substituer à une autre. Ce que nous savons, c'est que les autorités algériennes sont beaucoup plus impliquées qu'elles ne veulent bien le dire. Et le dossier aujourd'hui contient de nombreux éléments qui vont dans ce sens d'une implication plus ou moins grande des autorités algériennes. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas la vérité. On sait simplement que la vérité assénée n'est pas la bonne. Et est-ce que ça vous gêne que le film fasse l'impasse sur ces pistes, Ce sont des hypothèses pour le moment. Au contraire. Au contraire, je crois que c'est un... Et c'était une de nos craintes d'ailleurs que le film n'épouse une thèse ou une autre. Or aujourd'hui, on ne peut pas épouser de thèse puisqu'on ne sait pas, et bien malin qui pourrait dire on a la vérité sur l'enlèvement et l'exécution des moines. Donc je crois que c'est une œuvre de sagesse qui a été réalisée, une œuvre consacrée à la vie des moines et à la question essentielle pour eux qui était faut-il rester ou faut-il partir? Alors, on va parler de votre spectacle 2020. On va d'abord regarder un extrait de ce film qui a été diffusé hier à Cannes. Il s'appelle Des hommes et des dieux. Regardez. Moi, je propose que chacun de nous se prononce sur un départ possible. Jean-Pierre? Faut rester. Depuis quand on obéit aux armes? Dominique Davin, quel est l'objectif, le sens que vous donnez à votre spectacle aujourd'hui sur cet événement, sur ce massacre? C'est-à-dire, au départ, moi, c'est le sens que j'y mets, c'est le sens que j'y ai trouvé chez Christophe. Dans les poèmes, d'accord. Voilà. Donc, mais quel message alors? Le message, c'est celui des frères, c'est-à-dire en fait c'est un message qui m'a moi bousculé, comme je vous disais tout à l'heure, dans le sens où c'est un appel non pas seulement à une tolérance plus grande entre les religions, entre les peuples, c'est un véritable appel à une rencontre avec l'autre, et je dirais même à un désir de l'autre, un désir de rencontrer l'autre. Et donc le message des moines de Tibérine va très loin, et ça c'est un acte tellement fort que ça m'a vraiment donné une envie puissante de mettre ça en scène, de le défendre et d'en être un peu le porteur à ma petite mesure. On va le conseiller aux téléspectateurs. Il passe, alors je sais qu'il y a une tournée qui arrive aussi bientôt à Paris, c'est bien cela? Voilà, nous sommes en tournée depuis 3 ans et demi déjà en France, en Belgique. Enfin, on a déjà pas mal tourné avec ce spectacle. Et nous jouons la semaine prochaine donc à Paris, jeudi prochain, le 27 à 18h30 à l'Institut catholique de Paris. Merci beaucoup Maître Baudouin, je ne vous conseille pas d'y aller, je suis sûre que vous êtes déjà allé peut-être plusieurs fois. Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de ce débat, de cette conversation. La suite du journal, c'est la dernière page de ce 22h à présent. Vous connaissez le Grenelle 1, le Grenelle 2 et bien peut-être vous connaîtrez le Grenelle 3. C'est en tout cas l'idée de la secrétaire d'État à l'écologie Chantal Joanneau, juge souhaitable de lancer un 3e Grenelle autour de la mise en place de nouveaux indicateurs de la performance économique et du progrès. On va en parler dans un instant avec notre invitée. Elle est professeure d'économie à l'Université de Nanterre. Elle a été nommée au prix 2010 du meilleur jeune économiste. On est ravis de la recevoir. Patricia Criffo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que le salut, est-ce que la sortie de crise viendra la croissance verte, comme semble le croire Chantal Joanneau? C'est l'objet de mes travaux de recherche, donc j'irai dans ce sens-là aussi. Évidemment, la croissance verte, c'est un nouveau modèle de croissance qui est
a inventé, qui a trouvé. Donc c'est encore pas quelque chose qu'on connaît. C'est une idée très bien. qui a des difficultés aujourd'hui à passer en France, en Europe, dans certains pays comme ça? Non, je crois pas. En tout cas, mon point de vue d'universitaire et de chercheur sur ces questions-là montre qu'il y a un véritable engouement pour ces questions-là. Cette idée que l'environnement, la prise en compte de l'environnement, la meilleure gestion des ressources de la planète et puis l'intégration des facteurs sociaux, environnementaux et économiques pris ensemble de manière complémentaire, que ça peut être une source de croissance. Ça fait beaucoup. Donc ça, c'est au niveau macroéconomique et au niveau micro pour les entreprises aussi. Elles doivent faire l'effort de tenir compte de ces critères. Elles le font aujourd'hui suffisamment, selon vous? Alors, elles doivent le faire. Et il y en a un certain nombre qui le font. Et pour ces entreprises-là qui effectivement adoptent des pratiques cohérentes au niveau environnemental, social et de gouvernance, les recherches que je mène montrent qu'effectivement, il y a des gains économiques et des gains en termes de compétitivité qui sont sensibles et importants. Est-ce que vous pourriez nous citer justement des exemples où se situent ces fameux gains aujourd'hui? En termes de performance économique, en termes de performance qui peut être valorisée sur les marchés, que ce soit à court terme mais aussi à moyen et à long terme. Donc c'est des gains qui sont directement mesurables dans les bilans, dans les profits des entreprises. Alors voilà ce qui est directement mesurable. Il y a peut-être une chose qui est plus difficile à mesurer, c'est le bien-être. On connaît les fameuses conclusions du rapport Stiglitz. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le bien-être et est-ce qu'il peut avoir un rôle moteur dans la croissance aujourd'hui? Alors ça, c'est un grand débat parmi les économistes parce qu'effectivement, trouver les bons indicateurs, c'est un exercice extrêmement difficile. Mais il y a beaucoup de travaux, donc comme le reprenait la commission Stiglitz-Sen et le rapport qui en est sorti, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont avancé depuis des décennies. Les économistes travaillent sur ces questions et on a un certain nombre d'indicateurs. Ils ne sont pas forcément parfaits, ils ne sont pas forcément exhaustifs, mais il y a beaucoup de choses qui avancent de ce côté-là et on peut définir un certain nombre d'indicateurs de bien-être, de soutenabilité de la croissance. Et c'est un enjeu, effectivement, de les prendre en compte dans l'analyse des trajectoires économiques. Un enjeu d'avenir. J'ai rappelé tout à l'heure en vous présentant que vous avez été, on dit nommé pour ce prix du meilleur jeune économiste. Évidemment, depuis le début de la crise, on a eu beaucoup d'économistes, et notamment notre chroniqueur Jean-Louis Gombault qui nous parle de cette crise. Et vous, quel est votre regard? Alors, jeune économiste, justement, on a beaucoup dit que les économistes n'ont pas vu venir la crise. Comment vous avez appréhendé tout ce qui s'est passé, tous ces bouleversements? Moi, l'objet de mon travail de recherche, c'est de comprendre les ressorts de la croissance économique, les moteurs, y compris quand ceux-ci s'essoufflent. Donc, y compris quand on est face à une crise. Effectivement, la crise qu'on connaît à l'heure actuelle est d'une ampleur vraiment massive. Donc, mes réflexions sur ces questions-là ont consisté à s'interroger sur l'essoufflement du modèle précédent. Moi, la crise, je la vois comme un modèle passé qui s'essouffle et comme en même temps des perspectives nouvelles qui s'offrent à nous, effectivement, dans un avenir qui reste à inventer et à comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure des débats que vous pouvez avoir avec d'autres économistes, peut-être vos aînés. Quand vous leur parlez de vos recherches assez innovantes sur la croissance verte, sur le bien-être, etc., ils sont ouverts à vos idées? Oui, ils sont plutôt ouverts et assez enthousiastes en fait. Moi, mes travaux s'appuient aussi sur les travaux d'économistes plus anciens, des théoriciens de la croissance. Donc, il y a des choses, il y a une originalité, de la nouveauté dans ce que j'analyse, mais il y a aussi des choses que les économistes disent depuis plus longtemps. Donc, c'est de la nouveauté, mais en continuité quand même avec des travaux. Ça s'appuie sur des travaux. C'est très sérieux. Vos recherches sont sérieuses. C'est pour ça qu'elles ont été récompensées. Merci beaucoup, Patricia Criot, d'être venue ce soir sur notre plateau. Et je vous rappelle cette information, c'est le décès de l'éditeur Robert Laffont. Je vous le disais tout à l'heure, il est décédé à l'âge de 93 ans. Il était considéré comme le grand-père de l'édition française. Il avait édité plus de 10 000 titres, dont de très nombreux best-sellers. Il avait créé des collections prestigieuses avec notamment son complice Guy Scholler. Merci de nous avoir suivis ce soir. C'est la fin de ce journal. Très très belle soirée à vous. Aimé Césaire, figure emblématique de la Martinique et de la communauté noire, a inventé le concept de la négritude. La négritude fait référence à des groupes humains
qui ont subi les pires violences de l'histoire. Une personnalité exceptionnelle à la dimension internationale, un humaniste engagé contre le racisme. Il n'est pas vrai que le racisme est mort. Nous savons tous qu'il est là, qu'il sévit ça et là, et parfois là où on le croyait terrassé à jamais. À l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce voyage poétique retrace la vie du grand homme politique et de culture. Papa Césaire, un documentaire de Sarah Maldoror, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. La tour de la Défense dans laquelle je me trouve est symbolique d'un homme qui en 15 ans de présidence et via une OPA éclair a multiplié par 5 la taille de son groupe, en a fait l'un des leaders mondiaux de l'énergie et la première société de France. Thierry Desmarest va nous recevoir dans un instant. Auparavant, on regarde justement sur cette bataille financière homérique le sujet signé Charlotte Grégory. 4 juillet 99, Thierry Desmarest, le PDG de Total, lance une offre publique d'échange sur son grand rival Elf Aquitaine. C'est une surprise pour les marchés puisque cette OPE arrive juste après un autre rapprochement, certes moins spectaculaire. Cette opération de fusion entre Total et Elf s'est fait peu de temps après que Total ait absorbé Petrofina, donc compagnie belge, et que on avait l'impression à l'époque en termes de communication que Total avait dit on a avalé Petrofina, maintenant on va s'arrêter un moment. Et en fait non, l'opération Elf est venue très rapidement. Surprise donc, puisque c'est l'entreprise Elf qui était pressentie pour mettre la main sur Total. Mais bien plus que cet effet d'annonce, cette fusion marque un tournant. Cette opération de fusion entre Total et Elf a préfiguré de concentration plus grande de l'industrie française en regroupant des entités pour en faire, et toujours une même philosophie, pour en faire des entreprises plus grandes qui donc peuvent peser davantage au niveau des marchés internationaux. Bilan de cette OPE, un géant français du pétrole est capable de s'imposer sur la scène internationale. Total a continué sa croissance à l'international d'une façon assez habile, avait un portefeuille donc de permis de production et d'exploration plus diversifié. Et Total est devenu l'une des 5 grandes compagnies internationales. Finalement, avec cette fusion, Total ouvre la voie à d'autres regroupements d'entreprises françaises. Alors Thierry Desmarest, Jean-Marie Chevalier le disait dans le reportage de Charlotte Grégory, vous avez été un peu avec cette OPA le précurseur d'une restructuration des entreprises. Vous le sentiez déjà à ces moments-là que c'était indispensable pour vous de bouger, ça pouvait pas, Total Fina, pouvait pas rester en l'état? D'abord, même 6 mois avant, c'était Total tout court, était que la 10e ou 11e compagnie pétrolière internationale, et avec des écarts de taille tout à fait considérables avec les leaders. Et puis en plus, on était en train de vivre une période où, on l'oublie un peu aujourd'hui, mais le prix du pétrole était tombé très très bas, était tombé du côté de $10 par baril en 1998, et il fallait arriver à être plus efficace, à produire moins cher. Donc on a préféré anticiper plutôt que d'avoir à faire face à des problèmes plus difficiles. Alors, entre-temps, je le disais,